Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis accompagnée de Adeline Kuhn, qui est ergothérapeute. Je suis Sarah Garcia, chargée des projets, et on vous donne la bienvenue à ce live. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Donc, on va laisser quelques minutes pour que tout le monde se retrouve. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas reçu de lien parce que c'est pas un webinaire, c'est un Facebook Live. Et on vous invite à rentrer sur notre page Facebook. Donc, on vous laisse quelques instants. On espère que vous êtes bien pour passer une heure ensemble avec nous. Ça va être intense parce qu'on a reçu beaucoup de questions, des messages. Donc, on voit bien qu'on vous a préparé un atelier qui vous intéresse. C'est un atelier pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage à l'écriture. Donc, Adeline Kuhn-Treff vous donnera toutes les clés pour mieux accompagner votre enfant dans l'apprentissage et l'écriture. C'est pas que pour les parents, c'est aussi pour les professionnels qui vont accompagner des enfants, notamment les enseignants. Et on a la chance d'avoir une super spécialiste avec nous. Bonsoir, Adeline. Bonsoir. Merci Sarah de votre confiance. Je suis ravie d'être là avec vous tous ce soir et de représenter dignement, je l'espère, ma si belle profession. Merci à vous. Ça a été un plaisir d'échanger et de démonter cet atelier ensemble. Donc voilà, vous êtes ergothérapeute en libéral à Montcel dans les 57. Vous êtes diplômé d'État de l'Institut de formation en ergothérapie de Nancy en 2008. Et depuis 2009, vous avez créé votre propre cabinet qui s'appelle cabinet AK Ergothérapie. En Tout à plus, fait. vous avez plein de formations. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas. Ouais, j'aime bien. On n'a jamais fini Voilà. d'apprendre. Donc, formation en intégration sensorielle, en rééducation graphique par la méthode ETIGEM, aux troubles des spectres autistiques, aux troubles de l'oralité alimentaire. Donc, plein de casquettes, plein de compétences. Et en plus de ça, depuis 2019, vous avez créé Atelier Stimulaire Ergo. Ouais, Donc, dans un premier pour la petite enfance, n'est-ce pas, pour les 0 à 3 ans, et c'est récemment ça. pour la suite, pour voilà, j'apprends à écrire et la suite à partir de 3 ans. C'est ça, exactement, oui. J'ai vraiment, enfin, en tout cas, c'est parti vraiment de deux constats. D'une part, dans mon cabinet, je recevais des enfants relativement tardivement, de 7, 8, 9 ans, et j'avais des mamans qui me disaient, oui, depuis tout petit, j'avais remarqué qu'il y avait des difficultés, mais pourquoi je suis jamais venue vous voir avant? Pourquoi je savais pas qu'il fallait venir? Comment ça se fait qu'on vous connaît pas? Et donc ça, bah, ça fait un petit peu mal hein, en tant que professionnelle. Et puis en plus, je suis devenue maman en 2014 et en 2016, et je me suis rendu compte qu'à la naissance de mes enfants, eh ben, je me suis sentie très seule. Je connaissais pas le développement du tout petit, personne n'était là pour m'accompagner. Une fois que la sage-femme était partie, voilà, je me suis sentie très démunie. Donc, étant ergo, bah, je me suis formée parce que c'est mon métier et que ça m'intéressait. Mais forte de ces deux constats, j'ai créé les ateliers Stimul-Ergo en me disant que si en tant qu'ergothérapeute, je pouvais guider, accompagner les parents et leur montrer un petit peu comment aller se développer leur petit bout de la naissance à bien plus tard, ben, ils seraient plus sereins et confiants pour accompagner leur enfant. Et si un jour ils ont un doute et qu'ils ont besoin de consulter quelqu'un, ben, ils connaîtront l'ergothérapie et ils viendront nous voir plus tôt. Et du coup, nous, en tant que rééducateurs, on pourra agir mieux, précocement, et du coup tout le monde y gagne finalement. Donc ces ateliers, pour moi, ça s'inscrit dans une démarche de prévention. Et en tant que professionnel de santé, c'est tout à fait mon rôle voilà, d'intervenir en prévention pour le grand public. Malheureusement, on n'est pas connus, les ergothérapeutes, et du coup, on a un petit peu de mal à faire passer ce message-là. Donc, merci de me donner cette opportunité-là, et j'espère que de par les ateliers Stimul-Ergo, on pourra notamment développer un petit peu l'ergo en France et mieux faire connaître notre métier, et puis aider à accompagner des parents. C'est vraiment le but premier. Bon, c'est un grand plaisir de vous donner la plateforme, la parole et la visibilité. On le fait avec plein de professionnels. Ce soir, c'est avec les ergothérapeutes. Et aussi, bravo pour cette création d'ateliers, pour la formation et toutes les choses que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Merci beaucoup. pour les participants qui commencent à
à nous suivre. On est plus de 200, on est ravis d'être si nombreux ce soir. On vous donne la bienvenue. On vous dit que vous êtes bien accompagné par Adeline Kuhn, qui est ergothérapeute, qui va nous présenter dans un premier temps un peu les bases de cet apprentissage à l'écriture, avec une partie sur la graphologie, une partie des conseils sur les positions, la tenue aussi du crayon, les points de vigilance. On a essayé de concentrer toutes vos questions dans un déroulé assez complet. Bien sûr, des outils aussi pour comment démarrer cet apprentissage à l'écriture. Et à la fin, j'essaierai des retours pour animer la partie des questions-réponses indirectes, parce que ça, c'est du direct. Et donc, du coup, vous pouvez profiter pour poser des questions à notre experte de ce soir. Donc, je vous laisse entrer des bonnes mains avec Adeline et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Sarah. Merci. Voilà, donc du coup, je reprends le flambeau. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis très touchée de voir que beaucoup de gens étaient intéressés et je suis très fière de représenter ma belle profession. Donc ce soir, on va parler écriture, on va parler développement du graphisme chez l'enfant. Voilà, mon but c'est vraiment d'apprendre aux parents notamment comment se développe le graphisme chez l'enfant et comment on peut accompagner son enfant pour que tout ça se mette en place le mieux possible, pour pas avoir besoin de moi plus tard et de mes collègues et pour déceler aussi les difficultés s'il y en a au plus tôt pour pouvoir agir le plus précocement possible. Alors déjà, avant de parler de tout ça, on va parler enfin, on va définir le problème d'écriture. Qu'est-ce qu'un problème d'écriture en soi? Un problème d'écriture, on va dire que, d'après moi en tout cas, il y a 6 critères. On peut dire qu'on a un problème d'écriture quand la lisibilité est détériorée, donc quand un enfant n'écrit pas de manière lisible, de bonne qualité. Quand un enfant est lent, donc quand on a vraiment une lenteur marquée par rapport au reste de la classe. Quand un enfant se plaint de douleur. Les douleurs à l'écriture, c'est vraiment un signal d'appel. Ça doit pas faire mal d'écrire. Donc, un enfant qui se plaint de douleur, on doit l'écouter et on doit recevoir sa plainte. Un enfant qui va manquer d'endurance, qui va au début de la journée en classe, va suivre le rythme comme les autres. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure de la journée, l'écriture, elle suit pas. Parfois, on a même des enfants chez qui on va avoir l'impression que dans le cahier, il y a 2 élèves différents qui ont écrit parce que les capacités d'écriture sont très fluctuantes en fonction de la fatigue et de l'endurance. Un enfant qui n'accédera pas à la double tâche, donc un enfant qui va écrire, mais quand il écrit, il n'écoute pas ce qui se passe, il n'est pas attentif, il n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Ça, c'est la preuve que la tâche n'est pas automatisée, donc c'est aussi un signal d'appel. Et enfin, le refus d'écrire, tout simplement un enfant qui refuse d'écrire et qui va tout faire pour que la tâche soit évitée. Donc, ces 6 signaux d'appel-là, c'est vraiment la base du problème d'écriture, en tout cas de la difficulté qui sort du parcours ordinaire. Maintenant, on va parler un petit peu du développement du graphisme, comment le bébé, il en vient à devenir un jour un enfant scripteur. Alors, tout d'abord, je casse tout de suite une idée reçue. Gaucher et droitier, c'est même combat. Il n'y a pas de raison qu'un gaucher ait plus de mal à écrire qu'un droitier de manière tout à fait objective. Et j'ai épousé un gaucher, donc je sais de quoi je parle. Non, vraiment, il y a une vraie idée reçue sur le fait d'être gaucher. Et voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure que finalement, c'est juste symétrique. Voilà. Alors, le développement du graphisme, en fait, ça part du proximal, donc en fait du proche du corps, jusqu'au bout du bras. Donc la maturation du geste graphique, le fait que le geste graphique va évoluer et se développer, ça va partir vraiment de la base, donc de l'épaule, même on va dire du tonus du tronc, et ensuite ça va évoluer jusqu'au bout des doigts pour en venir à vraiment une tenue du crayon. Donc le développement va partir de l'épaule et on va observer qu'un enfant tout petit, il va faire des grands dessins. Parce qu'au début, il n'a pas du tout la capacité d'utiliser le bout du bras, donc d'être précis. Et du coup, il va faire des grands gestes donc, avec son épaule. Donc normal, il va pas tenir sur une feuille A4, il va faire des grands gribouillis vraiment de grande taille par rapport à son épaule. Donc ça, c'est normal, ça va stimuler l'épaule.
le coude, et puis ça va du coup renforcer la stabilité, augmenter la musculature et améliorer ça. On en a besoin pour le graphisme futur. Au fur et à mesure, l'enfant il va améliorer sa motricité fine et on va voir une évolution, bien sûr, dans la petite enfance des capacités motrices fines du tout petit. Donc, on va avoir par exemple, si je vous prends un petit cube, un bébé au début, quand il va venir attraper une pièce en bois au sol, il va venir avec toute sa main, le pouce sera pas dissocié, puis il va l'attraper. Voilà, de cette façon-là, c'est pas spécifique, ça reste très large. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va réussir à venir opposer le pouce, à venir préparer sa main à la forme de l'objet. Il va venir attraper l'objet du bout des doigts et il sera beaucoup plus efficace, notamment pour le reposer, vu qu'au début, un bébé n'a pas la capacité tout de suite de lâcher volontairement. Donc, cette motricité fine-là, elle va se développer vraiment au cours du temps. Donc, et le graphisme va bénéficier de cette maturation-là. On a également, ce qui est intéressant dans le développement et notamment au niveau de la main, c'est la dissociation des deux parties de la main. Donc en fait, dans la main, vous avez vraiment deux parties distinctes. On a les 3 premiers doigts ici qui vont constituer la main de précision, qui nous servent dans la vie de tous les jours à être précis. Et ensuite, on a les 2 derniers doigts qui vont, eux, être la main de force. Et l'enfant, en maturant sa motricité, va développer cette capacité-là de dissocier la main en côté force et côté précision. Donc, par exemple, pour tenir un crayon, je me sers, pour être précis, des 3 doigts là. Par contre, quand vous vissez quelque chose avec un tournevis, vous n'allez pas tenir votre tournevis avec les 3 doigts là, parce que vous n'aurez pas de force. C'est normal, la main de force, elle est là. Donc, marteau, tournevis, on va le faire avec toute la main. Et c'est les 2 derniers doigts, en tout cas cette partie-là de la main, qui vont servir à avoir de la force. Donc, cette spécialisation-là, elle vient aussi avec les expériences et avec le temps dans l'utilisation de la main. Enfin, au niveau de la maturation aussi de la main, vous aurez ici sur la main cette éminence ténare. Donc, quand vous regardez votre main, vous voyez bien que c'est bombé, que vous avez ici beaucoup de muscles qui passent pour venir s'insérer sur le pouce et qui permet en fait au pouce de développer sa capacité d'opposition. D'accord? Donc, ces muscles-là, de toute façon, quand vous opposez, vous sentez que ça devient dur. C'est tous ces muscles-là qui nous permettent d'opposer le pouce aux autres doigts. Et donc, en fait, le pouce, il va réussir, au fur et à mesure, à venir s'opposer et à venir faire ce qu'on appelle ici le beau rond dans la commissure, et ce qui nous permet ensuite d'être précis quand notre pouce vient s'opposer à tous les doigts. Alors, c'est un petit peu la partie théorique du début. Après, on sera beaucoup plus pratique, mais voilà, il faut que je vous pose un petit peu les bases de tout ça pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ensuite, on va donc, au début, vous avez un bébé qui va gribouiller, il va tenir à pleine main, hop, il va gribouiller en grand. Et puis, au fur et à mesure, les traits, ils vont commencer à être plus petits. Et puis, au fur et à mesure, il va affiner sa tenue du crayon. Il va peut-être passer par cette étape-là. Puis après, il va comprendre qu'il faut se mettre plus bas sur l'outil. Puis, il va positionner ses doigts autrement, à force d'expérience. Le maître mot, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire que l'enfant, il va inconsciemment tirer bénéfice de chaque expérience, faire des nouvelles connexions dans son cerveau, et ça va vraiment lui servir. Donc, on a vraiment cette évolution-là, et toutes les étapes comptent. C'est-à-dire que dès tout petit, le graphisme se construit déjà. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un bébé qui fait du 4 pattes. Le 4 pattes est bénéfique pour l'apprentissage de l'écriture. Par exemple, à 4 pattes, le bébé, il travaille le renforcement des muscles de la nuque, et donc le fait de tenir sa tête droite et de pas s'écrouler sur la table. C'est important. Il va également renforcer les muscles de la ceinture scapulaire, donc les épaules en fait. Et du coup, quand il écrira, il aura meilleure stabilité grâce à l'épaule qui sera bien stable, bien costaud, pour lui permettre d'écrire et d'avoir un bon tonus postural. Enfin, au niveau du poignet, je voulais vous montrer une petite chose très simple. Vous pouvez faire le test en même temps que moi. Si vous mettez votre coude sur la table ou sur un support, et puis vous allez laisser votre main tomber. Donc là, vous faites aucun effort, vos doigts ils seront comme les miens, plutôt tendus. En revanche, si vous venez casser votre poignet dans l'autre sens, sans faire d'effort des doigts, hein, vous venez vraiment le poser comme ça passivement, vos doigts, qu'est-ce qu'ils font? Ils se referment. Donc pour l'écriture, on va se servir de cette position-là parce que là, je suis déjà aidée pour écrire. Mes doigts sont déjà fermés naturellement. Du coup, si là, je viens tenir un crayon, c'est aussi pour ça que la tenue du crayon, elle se fait en légère extension. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, écrire comme ça, on a forcément déjà les doigts tendus pour écrire, ce qui n'est pas du tout fonctionnel.
Voilà, donc dès le plus jeune âge, on prépare les capacités graphiques futures. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que souvent, on veut accompagner le développement de l'enfant, la motricité libre, la marche. Oui, mais en tant que parent, notre rôle, il est aussi d'accompagner le développement du graphisme. Tout comme le fait d'apprendre à faire du vélo, tout comme... Voilà, on est parents et on est là pour accompagner leur développement et c'est vraiment le but de mes ateliers Stimulergo. Donc, je vous ai montré un petit peu tout ça et donc, vous avez bien compris, j'espère maintenant, que les expériences, elles vont permettre à l'enfant de se spécialiser. Donc, au niveau des crayons, on me demande souvent quel crayon je préconise. Eh ben, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je préconise pas un crayon, je préconise le maximum d'expérience. Donc, je préconise que l'enfant, il essaye de dessiner avec plein de choses différentes, plein de pinceaux, plein de peintures, plein de textures, plein de couleurs, plein de plein. Le but, c'est de lui donner un maximum d'expérience sensorielle et motrice. Donc, je vais vous donner quelques références de crayons que j'aime bien, etc. et pourquoi. Mais voilà, ayez en tête que chaque expérience est bonne à prendre pour un enfant et qu'il en tirera bénéfice dans tous les cas. Alors, pour les tout petits, donc moi j'aime bien les crayons Woody de Stabilo qui sont en bois. En plus, c'est écologique, ça gâche rien. C'est des crayons gras. Et en fait, ces crayons gras, donc, hop, je vais vous montrer sur ma petite feuille. Voilà. Alors, les crayons gras, en fait, pour un moindre effort, si vraiment j'effleure ma feuille, au début, le bébé, il n'a pas beaucoup de force, et ben, si j'effleure ma feuille, vous allez voir que la trace, alors j'espère que vous voyez quelque chose, en tout cas, la trace sur la feuille, elle est nette. Donc, c'est pas comme un crayon de couleur standard, où là, l'enfant, il faut qu'il appuie pour que ça trace. Là, la craie grasse, et ben, l'enfant, il a tout de suite le visuel de ce qu'il a fait, c'est valorisant, il va continuer. Donc forcément, l'expérience a été intéressante. Donc les craies grasses, c'est forcément le premier outil qu'on va donner. Et du coup, les Woody, je les aime bien. Ils sont faciles à prendre en main. Les bébés, voilà. Ça marche bien. Dès 18 mois ou même avant, c'est un bon outil. Donc le Woody. Ensuite, j'aime bien les feutres parce que c'est pareil. Au niveau de la pluie, le feutre, c'est plus intéressant. Donc les feutres, Optoys en a, Optoys a tous les éléments intéressants, mais ils vendent également ceux-là. Donc, ce sont les Stabilo Capi, qui ont l'intérêt d'être attachés par le capuchon. Et du coup, on perd moins les capuchons. On perd le reste peut-être, mais on perd pas le capuchon. Et en fait, ils sont très bien faits parce que, je vais essayer de vous montrer, vous voyez en coupe, ils sont triangulaires. Il y a des petits trous qui sont un peu antidérapants. Et leur taille est vraiment bien adaptée à la taille des petites mains d'enfant. Donc, je les aime beaucoup, les Stabilo Capi. Ils sont en vente sur le site. Vous aurez aussi en feutre les Stabilo Trio Scribi que j'aime beaucoup. Vous avez en fait une mine qui... Alors, hop, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, la mine, elle se rétracte. Donc, même si l'enfant, il appuie très, très fort parce qu'il n'a pas encore la gestion de l'appui sur la feuille, il ne va pas vous le casser. Et ils ont une forme triangulaire ergonomique. Voilà, donc les Stabilo Trio Scribi. Et puis ensuite, quand ils grandissent, en termes de crayons de couleur, j'aime beaucoup les Faber-Castell Color Grip. Donc pareil, même principe. Là, ils sont plus fins. C'est pour les plus grands. Ils sont triangulaires. Et dessus, on a des petits picots, en plastique qui créent vraiment le fait qu'ils sont anti-dérapants. Et donc, je les aime beaucoup pour ça. Ils sont très confortables. Alors, on est d'accord qu'un enfant sans difficulté particulière, sans besoin spécifique, il arrivera à dessiner avec n'importe quel crayon de couleur, feutre. Maintenant, moi, quand je colorie, je préfère des triangulaires. Je suis plus à l'aise, je suis plus précise. Donc, je vois pas pourquoi je ne proposerai pas aux enfants. Pour moi, c'est un plus. Maintenant, si j'en ai pas, et ils dessineront quand même. Donc tout ira bien. Mais voilà, c'est un petit peu mes petits chouchous, ceux que j'ai à mon cabinet, ceux que j'ai à la maison et ceux que j'aime bien. Voilà. Mais n'importe quel outil, encore une fois, permettra à l'enfant de s'exprimer sur le plan graphique. Alors ensuite, surtout, on va voir un petit peu aussi. Oui, pour les bébés, je voulais vous montrer. J'en ai parlé à Optoys et j'espère que bientôt ils les auront. Ça s'appelle des petits cailloux rock. C'est des craies grasses en forme de cailloux que j'aime beaucoup parce que du coup l'enfant là, il est un petit peu obligé de le prendre à 3 doigts. Il peut pas le prendre à pleine main et du coup ça stimule la motricité fine. Je m'en sers au cabinet, je m'en sers à la maison. Je les aime beaucoup. Donc voilà, je vous les conseille et j'espère que bientôt Optoys nous les proposera, mais comme ils sont très ouverts et qu'on a une belle collaboration, je pense que ce sera fait. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'utilisation des craies
les simples craies, comme à l'école, mais petites. Du coup, en fait, je les casse, je leur donne pas très grandes parce qu'elles vont se casser, ça risque de les énerver. On donne un petit bout et du coup, pareil, l'enfant, il peut pas le tenir à 5 doigts, il va vraiment être un peu induit, il est obligé de l'utiliser de manière plus mature. Donc, bien sûr, pas pour un bébé qui risque de le mettre en bouche, mais quand ils sont plus grands, c'est des outils vraiment sympathiques. Voilà un petit peu pour les conseils en termes de stylo, d'outils. Alors ensuite en termes de surface. Alors moi j'adore les tableaux au mur. J'adore les tableaux au mur parce qu'on a vu ensemble que les enfants les plus petits vont faire des très grands dessins. Donc faut essayer de leur offrir cette surface-là de jeu et d'expérience. Donc pour moi le mieux c'est un mur peint en peinture ardoise. Et l'enfant, il a tout l'espace pour s'amuser, de haut en bas. Il peut se mettre accroupi, il peut se tendre vers le haut, il peut aller à droite, à gauche. C'est immense, c'est génial. Et en plus, on induit aussi l'extension de poignet. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le tableau au mur. Après, sinon, il y a les tableaux pupitres. Mais attention, prenez un tableau réglable en hauteur parce qu'on peut le proposer des tout petits, des 18 mois. Et du coup, souvent, quand c'est pas réglable en hauteur, eh ben, l'enfant, il atteint pas le tableau. Donc, pensez-y, prenez vraiment des tableaux avec pieds réglables. Il y en a de plus en plus sur le marché. Donc prenez ces outils-là et proposez-le très tôt. Et très tôt aussi, eh bien, vous allez peut-être avoir peur, mais non, il faut proposer à l'enfant des feuilles et des crayons à disposition. Alors, je vois déjà tout le monde me dire « Oui, mais je tiens à mes murs. Si je lui mets des crayons, je tourne la tête, il va aller dessiner sur le mur. » Bah, pas du tout. Si votre enfant, dès tout petit, vous lui mettez une table pour enfant avec une petite chaise où il sera tout bien installé, vous lui mettez ses petits stabilo Woody sur la table et des feuilles à disposition, il va expérimenter. Vous lui dites 2, 3 fois « Le dessin, c'est sur la feuille. Que sur la feuille. Interdit ailleurs. Que sur la feuille. » Consigne claire, concise. L'enfant, il va intégrer. J'ai une feuille, j'ai un crayon, j'ai aucun intérêt à les dessiner ailleurs. En plus, j'ai un tableau, il est délimité, il est noir, je le vois bien, il va pas aller ailleurs. Donc, et au contraire, du coup, les enfants qui écrivent au mur, c'est quand un jour, ils attrapent un feutre ou un crayon, ils n'ont pas de feuille sous la main, ils vont aller le faire sur le mur. Donc, vraiment, faites confiance à vos enfants et laissez-les expérimenter. Moi, les seules traces au mur que j'ai eues, c'est parce que je laissais les crayons chez moi à disposition pour mes enfants. Et quand les copains venaient, eux n'en avaient pas à la maison à disposition. Et là, mes murs ont morflé. Voilà. Donc, d'expérience, n'ayez pas peur et laissez-leur à disposition très tôt. Au début, vous le faites avec eux et après, ils peuvent être autonomes là-dessus sans problème. Ensuite, n'hésitez pas aussi à encourager le dessin couché par terre, debout, enfin avec une feuille sur le mur scotché ou avec de la pâte à fixe ou voilà. Mais dans toutes les positions, le dessin c'est pas strictement assis sur une chaise. Il veut dessiner debout, il dessine debout. Il veut dessiner couché, il dessine couché. Il colorie, il expérimente et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et enfin, des activités qui sont très favorisantes pour le développement du graphisme, c'est toutes les activités à base de pinces. Donc, j'en ai vraiment pas mal. Mon petit chouchou dans les activités pinces, c'est le kit de découverte de la motricité fine qu'Optoys propose. Et maintenant, ils en ont un deuxième qui a l'air très intéressant que j'ai pas encore, mais je vais y remédier rapidement. Donc, en fait, la pince, ça va venir développer ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'opposition du pouce. Donc, on aura vraiment le pouce qui pourra s'opposer voilà, sur une espèce de pipette. Moi, mes enfants ont 6 et 4 ans. Elle est dans la baignoire depuis toujours et ils jouent encore avec. Voilà, mais ça induit vraiment le travail et ça renforce l'opposition. On va avoir aussi cet outil-là qui va leur apprendre à se servir des premiers ciseaux. Donc, hyper intéressant aussi. Par exemple, pour transvaser du riz coloré. Ici, pareil, une petite pince qui va favoriser le travail du pouce en face des doigts. Et puis, tous les jeux à base de pinces. Donc où le pouce va venir s'opposer. Alors les pinces c'est à gogo, j'en ai des dizaines, que ce soit au cabinet ou à la maison. Alors je vais vous montrer un petit peu, par exemple une pince à cornichon que j'ai achetée. Non, vous ne rêvez pas. On travaille avec la pince à cornichon, il y a une bonne résistance dedans et hop, on transvase des objets, on fait du tri d'objets, tri de couleurs, association, n'importe quoi, on fait du tri de pompons, il y a plein de jeux qui existent avec des pinces. Des tout petits. On a du coup, vous voyez, j'ai tout un panel de pinces que je propose à la maison, à l'école. Voilà, on peut faire des perles à repasser en utilisant une petite pince. C'est vraiment ce qu'il faut à fond proposer aux enfants. Ils adorent ça. Et on peut aussi réutiliser tout ce qui est pipette à médicaments.
Alors, au début, on peut peut-être les aider parce qu'il y en a qui sont très durs, mais il y en a aussi qui sont plus souples. Et là, on va vraiment travailler l'opposition. Là, mon pouce ici, c'est tout dur hein, quand j'appuie. Donc, superbe exercice. Donc, ne jetez pas vos pipettes à médicaments. Et enfin, on a aussi les petites pipettes comme ça, où on met de l'eau, quelques gouttes de colorant alimentaire de supermarché, et puis on va s'amuser à transvaser de l'eau colorée. Alors, par exemple, dans des petits supports à ventouses comme ça, c'est super. Du coup, l'enfant, il apprend à être précis, à mettre quelques gouttes et pas trop, à gérer la pression sur le goutte à goutte. Et puis, on a tous les jeux également, jeux de société, dont Optoys en a une belle gamme à vous proposer, avec des grosses pinces comme ça à déplacer. Il y en a plein, enfin, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de jeux avec des pinces et c'est pas pour rien. Donc, voilà. Après, on peut utiliser toutes les pinces, hein, les pinces à thé, les pinces à sucre, les pinces, toutes les pinces. Le matériel de la maison, ça marche aussi super bien, d'accord? Le but, c'est vraiment les expériences. Donc, on favorise ça au maximum. Voilà. On va passer maintenant un petit peu à la définition de la bonne et de la mauvaise tenue du crayon. Beaucoup de questions là-dessus. Une question qui revient systématiquement. Si je tiens mal mon crayon, est-ce que je dois changer de tenue du crayon? Ben, en fait, moi, je suis ergothérapeute. Ma spécialité, c'est le quotidien. Est-ce que vous avez une gêne au quotidien parce que vous tenez votre crayon comme ça? Non, aucune raison de changer. Si par contre, vous avez un des 6 signaux d'appel que je vous ai listés tout à l'heure, alors oui, il faut le changer. Donc, on ne modifie que si ça pose problème. Pour ma part, j'ai jamais compris, mon époux est gaucher, il écrit vraiment avec le bras enroulé. Ça ne l'a pas empêché de suivre toute sa scolarité de manière ordinaire. Ça lui a pas posé de soucis. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je lui dise, t'as épousé une ergo, on va modifier ça. Voilà. Aucune nécessité, ça ne pose pas de problème. Donc, la tenue du crayon, il n'y en a pas non plus qu'une qui est conventionnelle. On a des études qui l'ont prouvé récemment et donc il y a l'ergothérapie de la maison à l'école qui a publié ce document avec en fait qui nous expose ici les 4 tenues du crayon qui peuvent être tout aussi fonctionnelles les unes que les autres. Donc je vais vous les remontrer un petit peu. Mais alors donc on a la tenue habituelle du crayon comme ceci, hein, pouce index en face à face. Et le majeur qui vient en dessous en soutien, les 2 derniers doigts s'effacent. Donc ça, c'est la tenue conventionnelle, on va dire, la plus connue. Ensuite, vous avez donc celle-là, on a aussi ça c'est la tripode dynamique. On a la quadripode dynamique où là, le majeur va sur le crayon et le 4e vient en dessous. D'accord. On aura aussi de plus en plus, ce qu'on rencontre nous au cabinet, des enfants qui vont pas avoir, comme je vous disais, d'ouverture de pouce. En fait, le pouce vient vraiment se plaquer contre l'index. On n'a pas d'ouverture ici de commissure. Et en fait, on a les doigts qui vont sur le crayon. Donc, des tenues du crayon qu'on appelle quadripode et tripode latérales en fonction du nombre de doigts qu'on a sur l'outil. Alors, j'arrive pas à bien vous montrer, je suis droitière. Voilà, mais comme ça, donc vraiment le pouce, en fait, il plaque le crayon. Mais ces préhensions-là, on a longtemps cru qu'elles ne pouvaient pas être fonctionnelles, mais elles peuvent l'être. Si elles ne génèrent pas de douleur, s'il n'y a pas de lenteur, s'il n'y a pas de gêne, que l'enfant suit le rythme, elles sont fonctionnelles. Voilà. L'idée, c'est est-ce qu'il y a une gêne au quotidien? Donc, voilà pour les tenues du crayon qui sont totalement tolérées. Après, n'importe quelle tenue du crayon, si elle est fonctionnelle, c'est OK, pas de souci. Si vous voulez aussi un repère pour la bonne tenue du crayon, je vous conseille vivement de vous référer à l'histoire de la voiture qui a été créée par Josiane Caron-Santa, qui est ergothérapeute au Québec, qui est une source d'inspiration sans limite pour tous nous autres ergots et beaucoup d'autres. Voilà, donc allez sur son site et vous verrez qu'il y a plein de ressources gratuites géniales. Mais elle a notamment cette histoire du crayon, de la tenue du crayon avec la petite voiture. Donc voilà, moi j'ai ma petite voiture, j'ai mes petits personnages et on explique aux enfants comment tenir le crayon avec toute une histoire et c'est juste super. Dans les écoles, voilà, pour les parents, inspirez-vous-en, ça marche du tonnerre. Voilà. Ensuite, sur tout ce qui va être la tenue, on va dire le positionnement, la posture. Donc je vais vous montrer. Hop, je vais baisser un petit peu l'écran. Voilà, donc je me suis fait un petit dessin, c'est pas un tatouage, hein, c'est juste pour vous. Comment on place le bras, la feuille, etc. Déjà, est-ce qu'on place la feuille droite devant soi? Je vous l'avais mis en story, vous avez bien répondu pour la plupart. Non, on va pas garder la feuille droite comme ça devant soi. On va la pencher, donc droitier ou gaucher, on incline dans l'un sens ou dans l'autre. Il faut que notre avant-bras
soit dans le sens de la longueur de la feuille, d'accord? Donc vraiment parallèle. Je mets pas mon bras comme ça, je mets pas mon bras, je mets pas, voilà, je suis pas dans tout. J'ai vraiment la feuille inclinée et le bras qui va dans le sens de ma feuille. Ok, donc j'espère que vous voyez bien. Et donc je vous ai mis le petit repère pour vous montrer mon poignet. En fait, si je relie mon poignet à mon pouce et si je le relie ensuite vers mon coude, tout doit être aligné. En fait, si vous voulez, le bout du pouce et le coude, ça fait une ligne. Et donc j'ai le poignet en légère extension ici pour écrire. Et quand je vais écrire, mon stylo, la mine de mon stylo, j'ai rien qui dépasse au-dessus. C'est-à-dire que mes doigts sont en dessous de mon crayon. Et la plupart du temps, au jour d'aujourd'hui, on voit des enfants qui tiennent leur crayon du côté. Donc, ils cassent le poignet ici, ce que j'appelle le poignet en canard. Ça les fait beaucoup rire. Mais ils me cassent le poignet et puis ils écrivent avec la main à droite de ce qu'ils écrivent, pour les droitiers. Et des gauchers aussi, pas mal, qui font ça du coup, mais depuis plus longtemps. Les droitiers, on va dire que c'est plus récent dans mon constat de clinicienne qui n'a valeur que de constat de clinicienne. Donc voilà. La main en dessous, etc., c'est des choses qu'on peut reprendre facilement sur un enfant. Le constat que de plus en plus d'enfants ont le poignet cassé, on va dire qu'on est plusieurs ergothérapeutes à avoir une idée de la cause. Ça n'a pas valeur de recherche scientifique, c'est vraiment du constat purement clinique et on peut se tromper. Maintenant, on pense qu'éventuellement, comme en France, on fait écrire les enfants de plus en plus, enfin relativement tôt par rapport à d'autres pays qui vont commencer les tâches graphiques vers 6-7 ans. Nous, dès la moyenne section, on leur donne des fiches à remplir et parfois dès la petite section même. Maintenant, ça tend à être de moins en moins le cas et je félicite vraiment les enseignants qui sont dans ces démarches-là, de passer de plus en plus par la manipulation et d'éliminer les fiches et les lignes d'écriture. Merci à vous, bravo et continuez parce que c'est vraiment ça le respect du développement de l'enfant. Et en fait, comme en moyenne section, j'ai vu vraiment le cas chez mon fils d'ergo, on avait un beau poignet bien cassé. Et en fait, comme ils n'ont pas la motricité du bout des doigts pour faire des lettres qu'on leur demande, dans les espaces qu'on leur demande, ils compensent, ils vont chercher au-dessus, vu qu'eux, ils sont pas encore arrivés à la maturation des doigts. Par contre, il avait le poignet de mature. Du coup, il a placé son poignet comme ça du côté, puis il a tracé avec son poignet, et pas avec ses doigts. Donc, il prend cette habitude-là dès la moyenne section, mais quand en grande section ou au CP, on leur apprend à écrire en cursive, ils ont pris cette habitude, donc ils la gardent. Donc on a vraiment ce constat-là. Maintenant, la cause, voilà. Moi j'ai ma petite idée, mais c'est pas du certain. Mais en tout cas, de plus en plus d'enfants font ça. On a également des cahiers. Souvent, faut faire attention. Les cahiers d'entraînement ont des trop grandes lignes, et du coup, l'enfant il est vraiment perdu parce qu'il peut pas n'utiliser que ses doigts. Il va être obligé d'utiliser le bras, les doigts, tout en même temps, et ça peut être compliqué à gérer pour lui. Donc faites attention à la taille des lignes pour un petit enfant. Quand la maîtresse aussi, quand ils sont petits, si la maîtresse vous signale des difficultés en écriture, il faut y prêter attention, faut écouter, il faut regarder, être attentif. L'écriture, c'est pas juste le problème de la maîtresse ou voilà, il faut être attentif à ça et il vaut mieux faire quelques séances quand l'enfant est tout petit, régler les soucis, plutôt que de laisser et que ça fasse effet boule de neige et que ce soit pire ensuite. Au niveau des aides techniques, beaucoup de questions aussi sur les embouts. Alors les embouts, ce n'est pas une solution miracle. On s'en sert énormément en rééducation. D'ailleurs, j'ai tout un panel. Je vous ai tout ramené, mais Optoys en a toute une sélection très intéressante. Mais il faut voir ça comme c'est un peu comme une attelle. On va le prendre le temps que l'enfant en a besoin, et ensuite, on va le sevrer petit à petit. Alors, on va par exemple pouvoir passer, moi celui-là, je l'aime bien, quand j'ai des enfants qui ont des doigts qui viennent se chevaucher sur l'outil, pour empêcher le chevauchement pendant un temps, on va utiliser cet embout-là qui empêche le pouce de venir se placer au-dessus. Par contre, mon but, c'est de le sevrer. C'est pas que l'enfant en ait besoin toute sa vie, on est d'accord. Donc, au bout d'un moment, je vais peut-être réussir à passer sur un embout qui sera triangulaire, qui va induire la tenue. Et puis, à la fin, une fois que sa motricité fine se sera suffisamment améliorée, on va pouvoir passer sur un crayon standard et on n'aura plus besoin d'embout. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, évidemment, alors je ne suis pas objective, mais c'est de consulter une professionnelle, une ergothérapeute qui pourra essayer plein d'embouts différents et qui pourra ensuite vous conseiller s'il y en a besoin et en même temps rééduquer aussi la motricité fine qui est déficitaire parce que si l'enfant tient mal le crayon, c'est qu'il n'a pas les capacités musculaires à le tenir d'une autre façon. Donc, il faut agir sur tous les plans. On a ensuite en termes d'aide technique le bracelet d'écriture
qui est aussi un outil que j'utilise énormément, qui va venir du coup se placer sur le crayon et qui va venir le ramener en rappel en arrière. Donc, hop, on le met comme ça. On vient ici attacher le crayon dedans et il vient en fait pencher le crayon pour tous les enfants qui tiennent le crayon très vertical. Ça les incite à le coucher. Même idée, hein, au début on le met et puis ensuite on essaie de le sevrer, c'est le but. On a un petit dauphin que les enfants peuvent tenir si les deux derniers doigts n'ont pas l'habitude de se fermer. On peut aussi l'enlever. Moi je l'enlève souvent parce que les enfants ont quand même assez régulièrement ce réflexe déjà intégré. Mais c'est un très bon outil. Hop. Donc ça, voilà, c'est pour le bracelet d'écriture qui est disponible. On a également le gant, qui est un outil que j'ai découvert il y a pas longtemps. On peut s'en servir en rééducation avec quelques enfants aussi, qui permet en fait que seuls 2 doigts sortent. Alors moi, j'ai une main d'adulte, donc ça marche pas très très bien, mais je vais quand même vous montrer une petite idée. Je crois que ça s'appelle la chaussette Ellie, si je me trompe pas. Mais voilà, en fait, on n'a que 2 doigts qui peuvent sortir et du coup, les autres sont incités à rester fermés et à être moins actifs. Encore une fois, c'est une aide temporaire qu'on peut utiliser en rééducation à la maison un certain temps. Voilà. On a enfin le dernier outil aussi que je voulais vous montrer, c'est le pupitre incliné. Le pupitre incliné, quand on a des enfants qui écrivent vraiment cassés comme ça peut être un très bon outil parce que du coup, sur le pupitre, alors hop, je vais vous montrer un petit coup. Quand on est sur le pupitre, on est un peu obligé de se mettre en extension de poignet. Donc, on a vraiment du mal sur un pupitre à écrire comme ça. Tout l'intérêt du coup de mettre le pupitre aussi, pareil, de manière temporaire ou un petit peu plus longtemps, mais et de rester vraiment avec une bonne position pour le coup lorsque l'enfant écrit. Donc le pupitre incliné, c'est aussi une bonne solution. Voilà. En termes d'installation, ce sera le dernier gros point que je vais aborder. Comment on installe un enfant pour écrire, c'est hyper important. Souvent, on le néglige. J'ai fait un post il y a il y a deux jours, je crois, sur la position assise qu'on néglige très souvent. Alors que ce soit pour l'écriture, mais c'est bon aussi pour le repas, pour faire les devoirs, pour faire une activité créative, pour faire un jeu de société. Un enfant bien installé, c'est un enfant attentif. C'est un enfant qui peut être totalement disponible à ce que vous lui proposez. Et très souvent, dans les écoles primaires, quand j'y vais, vraiment, ça me fait mal aux yeux. Les enfants ont les tables qui leur arrivent hyper haut, les pieds dans le vide. Enfin, c'est très, très compliqué. Je rêve vraiment d'un monde où les tables seront bien réglées et adaptées aux élèves. Ils y passent quand même 6 heures par jour, 7 heures. Nous, on n'y arriverait pas. Enfin, on demande à nos enfants des choses que nous, on n'arriverait pas à faire. Donc, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience là-dessus. Donc, l'installation assise. Pied au sol obligatoire. Vous ne me croyez pas, essayez de vous mettre assis en bord de table, prenez un texte de loi ou un truc très difficile à lire où il faut se concentrer et mettez-vous au bord de la table, pied dans le vide, essayez de le lire et vous me dites si vous êtes serein et que vous arrivez bien à vous concentrer. Essayez ensuite de lire les pieds posés, bien à plat, pas sur vraiment un truc tout fin, mais bien à plat, et vous allez voir que la concentration, elle est démultipliée. Le nombre de parents qui nous disent on fait les devoirs, il tient pas en place, dès qu'on leur explique qu'il faut l'installer convenablement, pas à la table de la salle à manger avec la table qui arrive là, les pieds dans le vide, qu'il faut l'installer correctement, pieds posés, et ben là, ils nous disent ah oui, effectivement, au niveau de l'attention, c'est beaucoup mieux. Ben oui, mais c'est normal. Donc pensez-y, vraiment, c'est vraiment important. Il faut que donc les genoux hanches soient à peu près à 90 degrés, que le bureau soit assez vide hein, quand on travaille. Si vous lui mettez tous ces petits Pokémon ou ces petits jouets, ils vont pas être attentifs. On pense aussi à la hauteur donc de la table. On essaye de viser la hauteur du coude. Et ensuite de mettre la table un tout petit peu plus haut que le coude, c'est vraiment ce qui est parfait en termes de réglage de hauteur de table. Et puis quand on voit que l'enfant il sature, et ben on nous propose des pauses pour qu'il aille un petit peu se défouler. On fait un petit parcours sensoriel. Enfin voilà. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure pour les gauchers que la différence d'écriture entre un gaucher et un droitier, ça va être que le gaucher, on va quand même lui conseiller de tenir le crayon 2-3 cm plus haut que le droitier pour qu'il puisse mieux voir ce qu'il vient d'écrire, vu que lui défile dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est la différence d'installation et de posture. C'est la seule à mon sens et avec tous mes patients gauchers, on travaille comme ça et ça se passe très bien.
On a ensuite l'importance aussi, dans les pays nordiques, c'est assez développé d'avoir des bureaux réglables en hauteur dans les maisons pour les enfants. Ça arrive un petit peu en France, mais c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à équiper votre enfant d'un bureau réglable en hauteur pour faire les devoirs si vous voulez un bureau. Et puis, les assises dynamiques, alors il y en a plein aussi pour les enfants qui ont du mal à tenir assis, et notamment les enfants à besoins spécifiques. Il en existe plein, et pareil, les professionnels peuvent vous les faire essayer sans souci. Voilà. On a fait le tour, grosso modo, de ce que je voulais vous montrer. Quelques petites choses comme ça encore que je voudrais souligner. Beaucoup de pays dans le monde ont des ergothérapeutes dans leurs écoles, et on espère vraiment qu'à l'avenir, ça va se développer, parce que on a tout à gagner à collaborer avec les enseignants, à les aider, à accompagner les enfants. Donc j'espère que ça va se développer aussi en France. Ensuite, j'espère que voilà, vous aurez bien compris que le graphisme, c'est comme le développement de la motricité, c'est quelque chose que les parents doivent accompagner. C'est pas que le travail de la maîtresse à l'école, elle en a 30 en classe. Vous avez vu pendant le confinement que s'occuper d'un ou deux enfants, c'est déjà pas mal. Donc elle peut pas suivre les 30 tenues du crayon parfaitement tous les jours. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de parents d'accompagner ça. Maintenant, vous savez. Donc et s'il y a quoi que ce soit, si vous voyez que vous n'arrivez pas, que l'enfant il y arrive pas, qu'il se plaint, et ben consultez au plus tôt un ergothérapeute qui pourra vous accompagner là-dedans. Il vaut mieux prévenir que revenir 3-4 ans plus tard que tout soit installé et compliqué. Donc voilà, il faut vraiment, même chez les tout petits, favoriser les stimulations. Donc voilà, et c'est très important, voilà, pour moi tout ça. Je pense que du coup, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire en premier lieu. Donc on va pouvoir passer à la période des questions-réponses. Merci beaucoup, Adeline, pour votre sérieux, votre professionnalisme et votre intervention. C'était très clair, très bien structuré, du concret, comme on aime. Et Ouais. du coup, voilà, c'était parfait. Alors, plusieurs choses, pendant que vous avez intervenu, il avait certains commentaires. Donc, répondre à que il aura un replay. Donc, vous allez pouvoir, les retardataires, les gens qui ne trouvaient pas le lien, voilà, qui sont fatigués aujourd'hui, aucun souci, parce que la vidéo sera un replay sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr qu'après, Adeline, je suis sûre qu'elle va relayer dans tous ces réseaux. Aussi dire que on va faire aussi un article récapitulatif avec tous les liens, avec tous les outils, parce que je vois que et vous êtes très intéressés par tous les conseils pratiques et concrets que Adeline nous a donnés. Donc du coup, voilà, j'essayerai demain de le faire rapidement pour que vous ayez tous les liens. Aussi vous dire que chez Optoys, on croit dans l'inclusion. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, on parle de l'ergothérapie, mais il n'y a aucune occlusion ou exclusion contre les orthophonistes. Chaque métier a ses domaines, a sa place, ses spécificités. Donc, bien sûr que c'est sûr qu'on invitera une orthophoniste un autre soir. Donc voilà, pas d'alerte ni de guerre interprofessionnelle. Tout va bien. Donc aujourd'hui, c'était l'ergothérapie, mais voilà, chacun aura son tour chez Optoys. Et aussi, j'ai vu passer certaines questions autour de à quel moment parce qu'il avait une personne qui disait j'ai 26 ans, j'ai toujours mal quand j'écris. À quel moment est-ce que c'est un moment où c'est trop tard? On peut toujours consulter un ergothérapeute pour les difficultés à l'écriture. C'est jamais trop tard. Clairement, il faut aller consulter un ergothérapeute près de chez vous. Il y a toujours quelque chose à faire, il n'y a aucun souci. Si dans votre vie quotidienne, ça vous pose souci, alors si vous me dites que vous êtes, je sais pas, informaticien, vous travaillez que sur ordinateur, vous n'écrivez pas, bon, c'est pas gênant. Par contre, si dans votre vie quotidienne, ça vous gêne, mais courez consulter, il n'y a aucun souci. À tout âge, on peut intervenir avec plaisir. Et aussi, on avait la question d'une enseignante qui disait s'il avait des adaptations scolaires recommandées spécifiquement pour les enfants dysgraphiques. Alors en fait, les enfants dysgraphiques, tout dépend de leurs soucis. Dysgraphique, ça veut tout dire et rien dire. Difficulté dans le graphisme. Donc comme ça, d'emblée, tout peut leur être adapté, tout ce que j'ai montré, et peut-être pas. Il faut vraiment un bilan spécifique pour chaque enfant. Enfin, c'est vraiment le graphisme met en jeu tellement de fonctions
que c'est absolument nécessaire que l'œil du professionnel puisse analyser la situation pour vraiment agir au mieux sur la difficulté. Donc, il y a autant de dysgraphie que d'enfants dysgraphiques. Merci. Ça m'a fait rebondir sur beaucoup des questions. On a reçu 94 et il avait beaucoup de questions spécifiques, des besoins spécifiques pour la trisomie 21, pour TSA, pour TDAH. Et donc, du coup, ça va être un peu la même chose, non? Ça va être, voilà, un bilan et après on adapte. J'adorerais répondre à chaque cas particulier, mais sans voir vos enfants, je ne peux pas. C'est vraiment, il faut qu'un professionnel prenne le temps d'observer, de bilanter, et il y a que l'œil du professionnel qui pourra dire. Il n'y a aucune généralité. On ne peut pas dire on utilise tel outil avec les enfants atteints de TDAH, on utilise tel outil avec les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, on utilise tel outil avec les dysgraphiques. Pas du tout en fait. D'autant plus que ce sont des troubles qui ont une grande comorbidité. Donc forcément, tout se recoupe et il y a aucune généralité à faire, vraiment. Mmh. Et aussi parce qu'on est déjà en vacances, les enfants sont en vacances, donc pour cet été, quelles seraient les activités à proposer à nos enfants pour les stimulations et l'accompagnement au graphisme? On a vu l'expérimentation, toutes les quelques pistes, mais toutes les activités de pince, tous les jeux, enfin voilà, toutes les activités motrices fines, tous les jeux les cartes à gratter, les perles à repasser, les perles à mouiller, toutes les activités de pâtes, les sables, les pâtes en tout genre, la manipulation de slime et compagnie, enfin tout ce qui va faire travailler leurs petits doigts en fait, tout ce qui va développer leur motricité fine, les peintures rugueuses, les transvasements, enfin il y a plein de comptes qui vous proposent plein d'idées et vraiment aujourd'hui on a aussi cette richesse par les réseaux sociaux de pouvoir avoir du contenu facilement, d'activités à mettre en place à la maison et toute expérience est bonne à prendre. Utiliser des pinces à linge et pendre le linge, c'est génial. Enfin voilà, dans le quotidien, il faut juste amener à l'enfant la capacité, enfin la possibilité d'expérimenter, par quelque biais que ce soit. Voilà. Donc, tout est bon à prendre. Juste prendre le temps d'observer votre enfant. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que je peux lui proposer? Maintenant, vous savez comment se développe le graphisme. Donc, si vous voyez que il en est à peu près à ce niveau-là ou quoi, ben, vous pouvez vous adapter et proposer plein d'activités manuelles. Mais ce qui est sûr, c'est que dire à un enfant tiens bien ton crayon ou lui donner un embout et lui dire allez, grâce à ça, tu dois bien écrire, c'est impossible. Enfant à particularité ou non. Tout enfant, c'est pas possible. Voilà. Merci. Et une autre question à quel moment, quels sont les prérequis pour aborder l'écriture? À quel moment on dit, allez, l'enfant est prêt? Eh ben, alors, dès quelques mois. À partir du moment où il a la possibilité de tenir à pleine main un crayon, il n'y a aucune raison de ne pas lui donner de feuilles et de crayons. Voilà, super. Les activités de peinture, moi je crois que j'ai commencé avec mes enfants, ils n'avaient pas 1 an. Alors par sécurité pour le main-bouche, c'est soit de la peinture alimentaire faite maison, soit moi je mettais aussi la sucette dans la bouche, comme ça j'étais sûre qu'ils ne pouvaient pas mettre les mains dans la bouche, mais chacun a sa technique. Mais une fois qu'ils sont bien installés à table, j'ai aussi oublié de préciser que pour l'installation à table de la salle à manger par exemple ou de la cuisine, moi je suis très chaise évolutive. Il y en a une qui est très très connue, que tout le monde connaît, mais voilà, je l'aime beaucoup. Il existe plein de chaises évolutives avec repose-pied réglable en hauteur et profondeur réglable. Et ça, une fois que votre enfant il est installé correctement là-dessus, j'ai fait un post il y a 2 jours, allez voir, je vous expliquais un petit peu comment installer l'enfant sur Instagram. Et du coup, une fois que votre enfant est installé convenablement, c'est le champ des découvertes. On peut tout faire. J'ai oublié de dire que tous les outils, ils vont être pour vous, pour toutes les personnes qui suivent le live, avec moins 20%. Donc, il y a un code que vous devez mettre sur notre site. Vous allez ajouter au panier les articles qui vous intéressent. Et après, au moment de l'acceptation du panier, vous ajoutez écrit 20. E-C-R-I-T. Et après, les chiffres des euros. Ma collègue Marianne va vous le mettre par écrit et vous allez pouvoir profiter de 20% des remises sur les articles qu'Adeline a présenté ce soir. Oui. Il avait une autre question autour de la notion d'écriture cursive et script. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu?
Alors, ça dépend en ce que ça concerne, mais alors l'écriture cursive en France, elle est amenée à partir de la fin de grande section de maternelle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays qui démarrent l'écriture bien plus tard que nous, et il y a même des pays qui ne passent pas par la cursive. Voilà, la cursive en France, on est assez fort pour la démarrer tôt. Bon, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, on va dire, mais de toute façon, il faut s'en tenir au programme scolaire. Donc nous, on accompagne les enfants dans ce qui leur est demandé. On aimerait que ce soit un petit peu plus tard, mais soit. En fait, le problème de la cursive, c'est que ça demande une excellente motricité du bout des doigts. Et ça, un enfant de fin de grande section de maternelle, la plupart du temps, il l'a pas encore. Donc, c'est très compliqué de demander à un enfant de faire ces mouvements-là, liés, d'arrondi, etc., quand il n'a pas encore la capacité motrice fine de le faire. Donc, c'est là que c'est pas en corrélation avec le développement physiologique de l'enfant. Après, des enfants, encore une fois, des enfants ordinaires, ils s'y plieront et ça ira. Voilà. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais du coup, effectivement, chez nous, la cursive, ça démarre fin de grande section maternelle. Je sais, mon fils vient de la finir. Donc, je l'ai fait pendant le confinement. Très bien. On avait aussi beaucoup de questions des enseignantes, notamment d'une Oui. enseignante française qui habite à New York, qui nous suit. Donc voilà, j'étais honorée de recevoir de l'autre côté de l'océan la question. Donc elle demandait des conseils pour l'accompagnement en tant qu'enseignante. Bon, je ne sais pas s'il a des particularités ou des choses que vous souhaiterez lui dire. Alors, forcément, pour ma profession, je vais lui dire de m'envoyer vers un occupational therapist parce que chez elle, c'est très, très, très connu. Il y en a beaucoup et je rêverais d'être aussi connue en France au niveau de ma profession que là-bas, ils le sont. Mais après, pour l'accompagnement, alors effectivement, nous, les patients conçus, on essaie de se mettre en lien avec les enseignants et de travailler avec eux parce que c'est super difficile pour eux. Ils ont quand même des classes très chargées. Faire du cas par cas, adapter tous les supports pour un enfant, quand c'est un, ça va, mais quand il y en a plusieurs, on se rend pas compte de la charge de travail qu'ils ont vraiment. Moi, je leur tire mon chapeau vraiment. Et après, il faut pouvoir s'entourer. Et si l'enfant a une bonne ergo, elle lui donnera plein de supports, elle l'aidera à aménager les choses. Après, les parents peuvent être d'une grande aide aussi. Hein, vraiment, nous, on a des parents hyper impliqués qui peuvent tout à fait aussi prendre le relais et expliquer à l'enseignante et puis mettre en place le matériel nécessaire quand il en faut. Merci. Il y avait des questions autour de documents que vous savez montrer. Ça a été... Oui, alors, je vous les retrouve. En fait, c'est l'ergothérapie de la maison à l'école. C'est un document, donc c'est edme.org. Alors, je vous le montre, ça ressemble à ça. Et ça, c'est la référence en bas. C'est une clinique d'ergothérapie au Québec qui a publié. Très bien. On mettra le lien aussi dans l'article de blog que je ferai pour que les gens puissent le télécharger. Super. C'était très, très visuel, très clair. C'était très bien. Super. Et donc, du coup, une dernière question sur à partir de quel âge vous commencez à travailler avec des enfants pour ce type de difficulté? Est-ce qu'il y a un âge minimum ou il n'y a pas d'âge? En fait, en ergothérapie, on accueille les enfants à partir du moment où ils ont un problème dans le développement, un décalage dans leur âge développemental par rapport à leur âge physique. Donc, moi, j'ai des petits bouts de quelques mois. Alors, je fais pas encore de graphisme avec eux, hein, évidemment, parce que là, on en est encore à des étapes précédentes. Mais dès le début, en fait, hein, il y a aucune limite d'âge en ergothérapie. On prend les patients de la naissance à la fin de vie, voilà, quel que soit. S'il y a une difficulté, un problème occupationnel dans le quotidien, les ergos sont là pour ça. Alors, il y a tellement de questions que j'essaye de trouver une que j'ai. Il avait une question autour du lien. Attendez, je vais regarder. Oui, il avait une question autour de l'annuaire des ergothérapeutes. Donc, on a en feu l'association nationale, vous savez, tous les contacts. Oui, et Uncayo Francia nous demande aussi le lien entre la motricité fine et les troubles des dissociations. Est-ce que c'est possible? Et le trouble des dissociations. Il dit, est-ce qu'il y a un lien entre la motricité fine et les troubles des dissociations? Je ne sais pas ce que c'est les troubles des dissociations. Je ne sais pas de quoi il parle. Pour le coup, je ne veux pas répondre. Si vous pouvez, Uncayo, nous éclairer un peu sur ça, ça serait bien. Des techniques pour réussir à écrire un cursive, nous demande Selena.
Alors, des techniques, il faut vraiment travailler sur le sens de formation des lettres. Un enfant, pour qu'il ait accès à l'écriture cursive, il faut aussi qu'il ait une bonne perception et une bonne capacité à analyser les diagonales. Donc, tant que l'enfant n'a pas accès à la diagonale, la cursive va être vraiment compliquée à acquérir. Voilà, l'écriture cursive, elle met d'autant plus en jeu les capacités visio-spatiales aussi de l'enfant, parce que du coup, c'est vraiment une vraie gymnastique des yeux et de la main. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle ou sans voir, je peux pas vraiment dire, mais c'est vrai que l'écriture cursive, elle est particulièrement difficile à acquérir par rapport à l'écriture bâton. Mhm. Très bien. Une dernière question. Hop, ça bouge. Il y a tellement de questions qui rentrent que ça bouge tout le temps. Donc, des informations sur le Pénaguin. Vous savez toute l'information sur notre site internet. Et sinon, à partir de demain à 9 heures, vous pouvez appeler les services clients pour avoir des conseils plus pointus. Il y avait aussi un stylo que j'ai oublié de vous montrer, que j'aimais beaucoup, c'est le Pen Again. C'est le stylo crochet, moi j'appelle comme ça. Mais en fait, c'est un stylo qui vraiment chez les enfants qui ont vraiment des grosses difficultés motrices, ça peut être quelque chose qui peut aider. Alors j'ai aussi des gens avec des tremblements, des adultes avec la sclérose en plaques qui l'utilisent, mais chez les enfants, ce crayon, le fait de venir en crochet, il simplifie beaucoup la tenue du crayon. Ça peut être aussi un bon outil. Dans chaque classe, on pourra en avoir un à proposer éventuellement si besoin. Mais encore une fois, ça peut être transitoire, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Voilà. Mhm. Et la personne demandait pour son enfant dès 6 ans, vous croyez que c'est pertinent? De faire une rééducation? Non, le Pénaguin. C'est-à-dire 6 ans, c'est trop tôt, c'est bien. Le stylo là, le Pen Again, c'est ça? Tout dépend de la difficulté parce que comme il est petit, on peut encore tout à fait rééduquer et passer à des stylos traditionnels. Le problème quand on utilise une aide technique, c'est que si on s'arrête à ça, on va bloquer la personne dans son quotidien à n'utiliser que ça. Le jour où il n'aura pas ce stylo-là sous la main, il va faire comment? Donc, il faut que... Moi, je préfère que ce soit toujours transitoire, voilà, et qu'on tende quand même à réutiliser un outil standard. Oui, comme vous avez montré avec les manchons, avec les sambous, cette évolution, cette évolution vers l'élimination de cette technique. Très Oui, bien. et des enfants, souvent, les parents qui me disent je vais en acheter plein et tout, je leur dis attendez, parce que ça risque d'être peut-être 1 ou 2 semaines et après on va en utiliser un autre. Sans l'œil du professionnel, on peut pas, même nous, on est obligé d'en essayer plein parce qu'on peut pas savoir à l'avance lequel va fonctionner. Donc, Rachid aussi nous demande, il y a beaucoup des équipes éducatives qui obligent aux enfants à passer, qui sont des problèmes de graphisme, qui obligent à passer directement, comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis sur l'écran, pour passer directement à l'ordinateur. Donc, comment convaincre les équipes éducatives pour éviter ça? Ben, en fait, il y a que du cas par cas, il n'y a pas de généralité. Je suis pas pro-graphisme ni pro-ordinateur. Je suis pro-cas par cas. Il y a des enfants qu'il faut soulager en urgence et pour lesquels il faut arrêter l'acharnement sur l'écriture et passer à un outil de compensation parce que psychologiquement ça leur fera du bien, parce qu'ils ont trop mal, parce qu'ils en ont vraiment trop marre, parce que ça leur apportera rien. Et puis il y a d'autres enfants où le bénéfice il est à continuer à aller vers le graphisme. Tout dépend de l'âge, de la situation scolaire, des acquis scolaires à proprement parler. Enfin, c'est du cas par cas. En fait, aucune généralité encore une fois. Le mot de la fin, est-ce que vous voulez rajouter? Le mot de la fin, c'est que voilà, j'espère que vous aurez compris que un petit peu mieux le rôle de l'ergothérapeute, que vous penserez du coup à surveiller et à accompagner vos enfants dans le développement du graphisme. Encore une fois, les maîtresses, elles font plein de choses, mais elles peuvent pas suivre chaque enfant aussi bien qu'un parent peut le faire. Donc il faut s'investir là-dedans et il faut suivre nos enfants et il vaut mieux faire 2-3 petites séances, 4-5 quand ils sont tout petits, corriger un peu, hop, se faire conseiller et qu'on parte sur des bonnes bases plutôt que faire un pari sur l'avenir en disant tiens il tient mal, on verra plus tard.
Et puis en CM1, venir nous voir en nous disant au secours, la sixième arrive, il faut un ordinateur, ça va pas du tout, alors qu'on l'avait vu. Donc c'est vraiment dommage. Et quand ils sont petits, on rééduque tellement plus facilement quand ils ont pas encore pris trop de mauvaises habitudes bien ancrées. Donc il faut agir précocement. Et maintenant vous avez plus d'excuses, vous nous connaissez, donc venez nous voir. Et puis voilà. Je voulais juste évidemment remercier chaleureusement Optoys pour cette collaboration et vous remercier pour ce que vous faites pour la reconnaissance de notre métier aussi. Et puis en aparté, un grand merci à Justine, Charlotte et Marion, mes collaboratrices, qui m'ont beaucoup aidé à construire cet atelier. Voilà, pour vous le présenter ce soir, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe de mon cabinet et j'en suis très fière. Donc merci les filles. Merci à vous, Adeline. Merci à votre équipe. C'était très clair. Donc, moi, je reste avec cette idée d'essayer d'accompagner le cas par cas, d'essayer de respecter le rythme de l'enfant, d'encourager l'expérimentation dans tout type de situation. On travaille et on prépare l'écriture. Pour moi, ça a été une des découvertes ce soir. Il n'y a pas de recette magique. Donc, voilà, essayer de faire du cas par cas, de faire du bilan, de vous rapprocher d'un professionnel. Si on serait ravis. Hein. Ce serait beaucoup plus simple pour nous. Et de le prendre le plus tôt possible pour pouvoir réagir. Je vais préparer un article récapitulatif sur notre blog optoys.fr pour demain. N'oubliez pas la promotion avec les codes écrits 20, vous aurez 20% sur tous les outils qui sont sur notre site, sur la page d'accueil. Vous savez, sur les carousels, c'est les deuxièmes qui apparaissent. Voilà, tous les outils pour l'apprentissage de l'écriture. Aussi le replay, toujours sur notre page Facebook et sur YouTube, et sûrement dans les réseaux d'Adeline. Et à bientôt. On part en vacances. Moi, je pars en vacances, donc du coup, on n'aura pas de live pendant 3 semaines. Mais rendez-vous fin août pour un autre live. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Et merci à vous, Adeline, pour cette belle intervention. Merci à vous, Sarah, pour cette belle opportunité. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux pour tous les autres parents à qui ça pourra servir. Voilà. Et puis, si les ateliers Stimulergo vous intéressent, vous nous trouverez dans tous les cas, site internet ou réseaux sociaux. J'espère vraiment que par le biais de Stimulergo, on va pouvoir aider à mieux accompagner nos tout petits dans leur développement. Merci beaucoup à tous. Bel été. À bientôt. Merci. Au revoir.